Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes donc avec, vous le savez, Michel Sapin, qui est le ministre des Finances. Il y a une sorte de grande bataille politique, Michel Sapin, puisque nous arrivons au seuil des départementales avec le Front National, Dupont-Aignan, Debout la République, la gauche, les frondeurs qui disent stop Bruxelles. Et on lit les journaux ce matin. Pierre Moscovici, commissaire à l'économie, vous demande un plan d'économie détaillé, autrement sanction. Donc il y a à la fois cet aspect économique précis qu'on va essayer de détailler ensemble, et en même temps, c'est quand même totalement... Enfin, c'est un handicap qui vous est apporté au moment où les départementales démarrent, non ? Oui, bon, chacun peut le lire comme il le souhaite. La réalité des choses, c'est que la France, au cours de l'été 2014, faisant le gouvernement le diagnostic désagréable que 2014 n'était pas l'année de la reprise, alors qu'on attendait l'année de la reprise, a dit il faut changer de politique monétaire, l'euro est trop fort, les taux d'intérêt sont encore trop élevés, et il faut changer de politique budgétaire au niveau européen, il faut diminuer nos déficits, mais à un rythme moins élevé. Qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? C'est d'ailleurs l'environnement qui nous permet de penser que la reprise, cette fois-ci, va pouvoir être présente en 2015. L'euro a considérablement diminué, ce qui est bon pour nos entreprises. Les taux d'intérêt ont considérablement diminué, ce qui est bon pour le financement du budget comme le financement des entreprises. Et Bruxelles, comme on dit, la Commission, mes collègues, parce que c'est ceux-là qui ont décidé des finances, ont dit la France doit continuer à réduire ses déficits, mais doit le faire à un rythme moins rapide. Il vous demande d'ici le mois de juin, fixé. Il vous demande une feuille de route extrêmement sévère. Pour le reste, chacun regarde son nombril. Ouais. Mais ce qui est demandé à la France, c'est ce qui est demandé à chaque pays de l'Union européenne, mais vous allez leur dire quoi, et de l'Eurogroupe. C'est demandé, je répète cela, c'est demandé à chaque pays. D'ailleurs, chaque pays, les Guillaume Durand italiens, ou les Guillaume Durand portugais, ou les Guillaume Durand allemands, disent « Mais alors, vous êtes sous le regard de Bruxelles, vous allez devoir annoncer ce que vous allez faire dans tel domaine et dans tel domaine. » Mais ça, c'est normal. On ne peut pas avoir... C'est normal que Moscovici, dans le Figaro ce matin, j'ai là dit, attendez, pardonnez-moi, on va poursuivre ce raisonnement, vous allez pouvoir vous exprimer. Mais quand Moscou dit que sur le plan des finances publiques, on est quand même le plus mauvais élève, c'est pas... un avertissement apporté à tous les Guillaume Durand. On dit que vous êtes le plus... Vous et la France, nous sommes les plus mauvais élèves. Dans un autre domaine, il dira à l'Allemagne, vous êtes un mauvais élève parce que vous avez la capacité d'investir et que vous ne le faites pas. Mais vous l'êtes pas le mauvais élève. Donc chacun a un certain nombre de points sur lesquels la Commission porte un jugement. Mais non, est-ce que nous sommes le plus mauvais élève de l'Europe en matière de finances publiques ? Évidemment non. On n'est pas dans un classement. On n'est pas en train de dire quel est le bon élève et le mauvais élève. Personne n'est en train de dire ça, sinon il se jugerait lui-même. Mais pourquoi Car chacun est parfois professeur et chacun est parfois élève. Donc sortons de ce type de mécanisme. Et Guillaume Durand, je vais vous le dire, mais à vous comme à d'autres, à chaque fois qu'on parle de l'Europe comme d'un lieu qui surveille, qui contraint ou qui punit, on fait reculer l'Europe. Et on fait quoi ? Progresser qui ? Les extrêmes. Et chez nous, on sait quel est l'extrême. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre que ça l'Europe tombe mal. Il faut pas. Mais prenons-le dans l'autre sens. L'Europe a considéré que, comme nous l'avions décidé nous-mêmes, il vaut mieux diminuer les déficits, mais à un rythme qui permette de soutenir la croissance. Qu'est-ce qui compte pour les Français ? Vous pensez que c'est un chiffre de déficit, un pourcentage de PIB ? Monsieur Durand, vous avez déjà rencontré un pourcentage de PIB dans la rue ? Des chômeurs, vous en avez déjà rencontré. Moi aussi. Donc la seule chose qui compte derrière ces grands chiffres, derrière ces pourcentages, derrière ces milliards que personne ne peut comprendre, et ils sont là, il faut que, bien entendu, les ministres des Finances fassent avec ces milliards. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? La nécessité d'avoir de l'activité économique dans les entreprises plus importante pour créer des emplois en nombre suffisant, pour faire enfin reculer le chômage. C'est tout le cœur de notre politique, et c'est au fond ce que souhaite aussi, évidemment, la Commission européenne, parce qu'elle ne peut pas se satisfaire, et là, on est loin d'être le plus mauvais élève, même si on n'est pas dans les plus meilleurs élèves, de taux de chômage des jeunes à 50, à 30, à 25%. Vous connaissez les statistiques Eurostat, j'ai donné à chaque fois à 28 pays de l'Europe, il y en a 24 dans lesquels le chômage baisse, sauf nous. Oui, mais ils sont à quel niveau ? Vous voudriez être au niveau espagnol ? Il y en a 10 qui sont vous voudriez être au niveau espagnol, c'est-à-dire à plus de 25%. À moins de 7%. Donc regardons-nous par rapport relativement. Et ensuite, deuxième chose, que la France ait des efforts à faire, c'est évident.
Justement, que la France a des efforts à faire du point de vue budgétaire, c'est évident. On ne peut pas continuer avec des déficits trop élevés. Donc il faut continuer à diminuer les déficits. Et comme on ne va pas augmenter les impôts, je vous le dis, la seule manière de diminuer un déficit, c'est quoi? C'est de diminuer les dépenses. Ben, c'est pas simple. Alors, et on le fait. On va voir pour le mois de juin. Commençons par l'immédiat. Vous-même reconnaissez qu'il manque un certain nombre de milliards à cause des attentats, du service civique, des opérations militaires extérieures actuellement. Comment fait-on pour le trouver? Est-ce qu'il va y avoir un collectif budgétaire supplémentaire? Alors, vous mêlez deux questions, mais je peux le comprendre, hein, vous êtes comme tous les Français, vous mêlez deux questions. Premièrement, nous avons décidé, le gouvernement, le président de la République, pour faire face en particulier aux risques terroristes, d'augmenter un certain nombre de dépenses. Il y a des policiers, des gendarmes, dans mon administration, il y a plus de gens qui vont aller rechercher où sont les financements, traquer les financements des terroristes. Ça coûte. Il y en a, au grosso modo, au total, pour 1 milliard. C'est pas 1 milliard de déficit. C'est pas 1 milliard d'endettement, c'est 1 milliard d'annulation d'autres dépenses. C'est fait, c'est décidé. C'est la bonne manière de faire. On a des dépenses supplémentaires. Donc cet argent qu'on dépense, par exemple, ça va être repris sur le ministère. C'est repris sur toute une série de ministères, y compris sur le mien, parce qu'on va faire des économies. Mais c'est une certitude, vous me le dites ce matin. Mais c'est décidé. Mais là, le Premier ministre l'a dit. Et il y a deuxièmement, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas tout mêler, il y a deuxièmement la nécessité de compléter notre programme d'économie, vous savez, les 21 milliards que nous faisons cette année, d'un certain nombre de mesures nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des économies que nous avions programmées l'année dernière, décidées, votées, et qui, compte tenu d'une inflation qui est une inflation à zéro, il n'y a aucune augmentation des prix prévue cette année, ne se matérialisent pas. Quand vous avez décidé de geler une prestation, vous faites une économie par rapport à ce qu'elle aurait dû éventuellement augmenter. Mais comme c'est une inflation zéro, vous avez une économie qui était sur le papier et que vous ne retrouvez pas dans la réalité. Eh bien, cette économie-là, il faudra la retrouver. Ça représente combien? C'est aux alentours de 2-3 milliards. C'est un travail que nous sommes en train de faire. C'est d'ailleurs très exactement les sommes que, entre guillemets, la Commission nous demande de faire comme effort supplémentaire. Mais là, c'est maintenant, ça. Mais bien entendu, c'est maintenant, puisque c'est pour 2015. C'est vrai que je vous posais la question du collectif budgétaire supplémentaire. Donc la question dite du collectif budgétaire ou de la loi de finances rectificative est une question technique et politique. Mais que vous écartez ce matin? Mais je n'ai pas ni à l'écarter, ni à pas l'écarter. La question reste ouverte. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je sais faire dans ce budget de la France, qui est de 1000 milliards, de 1000 milliards, je sais faire 3 milliards d'économies sans forcément passer par une loi de finances rectificative. Écoutez, 3 milliards, 1000 milliards, il faut voir par rapport aux chiffres que nous manions. Dans le budget de l'État, du seul État, donc l'État, ça n'est que 35%. Mais bien entendu, c'est vous-même qui allez prendre les décisions qui font, comme on a parlé du milliard de tout à l'heure, ces 3 ou 4 milliards-là, on va le faire. Le milliard, c'est des dépenses décidées par la France pour protéger la France et qui sont compensées par des économies. Les 3 milliards en question, ce sont des économies décidées par la France, pas imposées par Bruxelles, il faut arrêter de parler comme ça, et que la France fera, parce que c'est la bonne manière de diminuer un déficit, en diminuant les dépenses. Pardonnez-moi, mais alors, parce qu'il y a tellement on parle du marché du travail, on parle d'une réforme des retraites insuffisante, il y a beaucoup de secteurs. Mais en juin, on leur dit quoi comme réforme massive qui permette? Parce que c'est quand même ça. Personne ne demande des réformes massives, on nous demande, et c'est légitime. Structurelle importante, Pierre Moscovici. Voilà, structurelle importante. D'ailleurs, personne ne comprend ce que c'est qu'une réforme structurelle. D'accord, mais c'est une réforme importante. Au mois de juin. Comme à nous, comme à tous les pays de l'Union européenne. Nous nous regardons nous-mêmes, c'est normal, nous sommes ici dans une radio ou dans une télévision française regardée par les Français, mais c'est pareil dans chacun des pays. L'Europe demande à chaque pays, ils appellent ça un plan national de réforme. Et ça, j'ai compris. Ce plan national de réforme, il doit être présenté par tous les pays au mois d'avril-mai à la Commission. Dans ce plan national de réforme, en France, qu'est-ce qu'il y aura? Ce que nous avons fait, décider, voter, qui sont en application. Par exemple, la baisse considérable des charges et des cotisations des entreprises. On l'a baissé de 10 milliards l'année dernière, on pèse en ce moment-là de 12 milliards. On nous demande quoi? La loi Macron, elle a été votée en première lecture, elle n'est pas définitive. Vous allez jusqu'au bout? Oui, nous allons jusqu'au bout. On nous demande quoi? Les partenaires sociaux, vous leur avez demandé de négocier pour réformer, vous savez, ce qu'on appelle les seuils, simplifier le dialogue social, parce qu'il y a des complexités qui sont des obstacles. Finalement, ce qui a été mis en place jusqu'à présent va être la réponse à ce qu'on vous demande pour le mois de juin. Mais oui, la France décide pour elle-même des réformes qui sont bonnes pour elle-même. La France est souveraine.
On ne fait pas des réformes parce qu'on nous oblige à faire des réformes. C'est un jeu de rôle avec on fait des réformes. Quoi. Il fait semblant de demander quelque chose. Il est dans son rôle, la Commission est dans son rôle vis-à-vis de la France comme vis-à-vis des autres. Mais nous faisons des réformes parce que c'est bon pour nous et nous allons jusqu'au bout de ces réformes. Donc, les partenaires sociaux, ils ont échoué dans la négociation. C'est le gouvernement qui reprend évidemment le flambeau et qui fera cette réforme qui est nécessaire à la bonne administration des entreprises et au développement de l'emploi. Alors là, on passe à la microéconomie. Est-ce qu'il existe un recul du gouvernement sur le dossier des tarifs autoroutiers, par exemple ? Quelle est la question posée ? Les sociétés d'autoroutes, pas toutes, mais les principales sociétés d'autoroutes, compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont bénéficié de ce qu'on appelle la privatisation, non pas de l'autoroute elle-même, mais de la gestion de l'autoroute, font aujourd'hui des bénéfices colossaux. J'ai reconnu, c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, à partager en quelque sorte ces bénéfices pour non pas venir alimenter les épinards, ou mettre du beurre dans les épinards du gouvernement ? Non, pour alimenter quoi ? Des travaux sur le système autoroutier ou sur le système ferroviaire, et des travaux dont nous avons besoin, y compris en termes d'activité. Ils font des bénéfices énormes. Bien. Quelle est la bonne méthode ? Est-ce que c'est la coercition ? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est la négociation ? Je le pense. Et par le biais de cette négociation, nous devons aboutir à ce que les sociétés d'autoroutes participent plus qu'aujourd'hui à la mise en œuvre des travaux. Ça peut être d'une manière ou d'une autre, ça peut être par une participation des autoroutes au financement de travaux supplémentaires, de travaux nouveaux dans tous les domaines, parce que oui, on a besoin de ces travaux, on a besoin de cette modernisation. Pourquoi ils ne baisseraient pas les prix ? Mais ils peuvent aussi le faire par la baisse des prix. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on transforme des bénéfices en travaux. Et ces travaux, derrière, il y a de l'emploi. On en revient toujours à l'emploi et à faire reculer le chômage. Michel Sapin, ministre des Finances, est notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI. Merci, bonne journée à vous. On va retrouver Hélène, évidemment, sur LCI avec beaucoup de plaisir. Et Jules Jourdan sur Radio Classique.